démarrer cette deuxième partie. Donc, voici le plan. Et donc, au travers de l'historique des tests de QI, nous allons découvrir l'évolution des modèles de l'intelligence, ainsi que sa mesure, le bilan psychologique, de l'évaluation à l'interprétation des résultats, pour enfin faire une conclusion générale sur notre sujet principal. Alors donc, je rappelle brièvement ce qu'on a pu mettre en évidence auparavant. C'est donc bien qu'on n'est pas au potentiel, que ce n'est pas donc une identité, puisqu'il ne s'agit pas de traits de personnalité spécifiques ou de fonctionnement psychologique différents. Mais le haut potentiel, ne fait d'ailleurs pas partie des troubles psychopathologiques. Ce n'est donc pas un diagnostic et il ne figure pas dans les manuels diagnostiques qui référencent les troubles mentaux. Tout ça, ce sont donc des légendes, des mythes, des idées reçues qui font croire à tort que les problèmes énoncés, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans toute la population, sont des effets secondaires de l'intelligence. C'est-à-dire qu'ils sont associés donc à tous les coups. Mais donc, on peut maintenant savoir qu'on peut avoir un haut potentiel puisqu'il s'agit de meilleures habiletés cognitives, de meilleures compétences, tout en s'entendant bien sur le fait que placer une limite est arbitraire puisqu'on ne peut pas définir un seuil qui dichotomise, qui scinde en deux la population, mais que ça résulte plutôt d'une évolution linéaire. Mais alors, qu'est-ce que l'intelligence et comment la mesure-t-on? Voici comment Jean Piaget définit l'intelligence. L'intelligence est une modalité de la fonction d'adaptation, soit l'état d'équilibre maximum entre un organisme vivant et le milieu. Les modèles de l'intelligence ont été inventés en parallèle à la réflexion autour de la création des tests d'intelligence. L'idée est que l'intelligence est une propriété collective de l'ensemble du système cognitif a été lancée lorsque Binet a imaginé une liste de tâches, un ensemble d'épreuves distinctes dont la réussite globale permettait d'estimer le niveau intellectuel d'un individu. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est son premier test, le premier test de QI. Parallèlement à ça, on a M. Spearman, toujours début 1900, qui observe des corrélations positives entre les résultats à différentes épreuves mesurant des aptitudes mentales différentes. Il émet l'hypothèse d'un facteur commun qui sous-tend toutes les performances cognitives. Ce facteur, il l'appelle le facteur G comme intelligence générale. C'est donc par ces corrélations que la psychométrie, la science qui étudie les techniques de mesure en psychologie, a pu démontrer l'existence d'une intelligence générale, une cognition générale qui s'adapte à la diversité des tâches. En outre, la neuroimagerie a plus récemment permis de confirmer cette hypothèse en mettant en évidence que le cerveau possède des régions fortement interconnectées, des réseaux qui déploient une intelligence générale adaptative. On peut donc voir notre définition de tout à l'heure évoluer. Le haut potentiel qui exprime l'intelligence résulte donc bien d'une cognition générale, le facteur G. Ensuite, on a remarqué que ces performances cognitives étaient corrélées entre elles selon des domaines cognitifs différents et que ces domaines cognitifs étaient eux-mêmes corrélés entre eux. On a alors élaboré des modèles de l'intelligence, des modèles hiérarchiques de l'intelligence à 3 niveaux qui intègrent le facteur G, des facteurs de groupe et puis des facteurs spécifiques. Cattell a d'abord proposé de scinder l'intelligence en 2 entités, 2 groupes d'aptitudes de plus grande étendue.
l'intelligence fluide, c'est-à-dire la capacité de raisonnement logique et de résolution de problèmes dans des situations nouvelles, qui est donc plus biologiquement déterminée et qui sont donc plutôt des compétences innées, et l'intelligence cristallisée, qui constitue la capacité à utiliser les compétences, les connaissances et l'expérience. Elle est plutôt donc influencée par la culture et l'éducation. Ce sont des compétences plutôt acquises. Tout cela est eux-mêmes décomposé en plusieurs sous-groupes. On peut donc voir que l'intelligence, c'est l'ensemble de compétences tant innées que acquises. À partir de 1966, Cattell, en collaboration avec Horn, a encore complexifié son modèle en introduisant d'autres facteurs. Et depuis lors, différents modèles factoriels hiérarchiques de l'intelligence ont été proposés. À l'heure actuelle, il faut savoir que les tests de QI reposent toujours sur ce modèle structural de l'intelligence. Voici le schéma du modèle CHC, Cattell, Horn, Cattell, de 1993. Les modèles factoriels sous-tendent une intelligence mesurée à un instant T, un peu comme une photo de la personne. Cependant, la réalité est bien plus complexe. En effet, il semble plutôt que chaque individu dispose à la naissance de potentialités intellectuelles qui vont s'épanouir en fonction de modulateurs, des conditions internes telles que l'intérêt, la motivation, les émotions, la personnalité, le sentiment d'efficacité personnelle, etc. et des conditions externes, l'environnement familial, social et scolaire. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître cette notion de potentiel. On a donc créé une modélisation de l'intelligence qui articule les composantes génétiques et environnementales, mais aussi temporelles. Ces potentialités vont donc se traduire en compétences dont le niveau va varier en fonction de conditions favorables ou non à leur éclosion, ces fameux modulateurs. Cela permet de rendre compte, de comprendre la diversité des trajectoires individuelles au départ des mêmes aptitudes initiales. L'intelligence, c'est donc des capacités en développement. Alors, il existe différents modèles développementaux de l'intelligence. Par exemple, le modèle de Gagné, qui est donc un Canadien, c'est mon modèle préféré, vous l'aurez compris. Il l'a appelé le MDDT 2.0, il l'a créé en 2004 et il l'a revu en 2012. C'est donc le modèle différenciateur de la douance et du talent. Et donc, il permet donc bien de voir qu'on peut avoir des dons à un moment donné qui vont se traduire ou non en compétences en fonction de tout un tas de choses. Plus récemment, on a une collègue, une consoeur belge, Catherine Cuche, qui a développé le modèle synthétique du haut potentiel intellectuel. Il est effectivement un petit peu simplifié par rapport au précédent. Notons que ces modèles peuvent être appliqués au développement de l'enfant tout venant et ne sont pas strictement réservés au haut potentiel. Alors, comment mesure-t-on l'intelligence et quelles sont les limites d'un test de QI? Nous avons vu tout à l'heure que l'évaluation qualitative ne permettait pas de mesurer l'intelligence puisqu'elle repose sur une théorie qui ne tient absolument pas la route scientifiquement. Il s'avère qu'un test de QI standardisé constitue bien la seule manière d'estimer l'intelligence de manière objective en psychologie clinique. Lorsque Binet a développé le premier test d'intelligence, comme on l'a dit tout à l'heure, le test de Binet-Simon, la notion de QI représentait alors le rapport entre l'âge mental et l'âge réel. Par contre, à l'heure actuelle, le quotient intellectuel est calculé de manière un petit peu différente.
il représente plutôt un classement, car il correspond au rang auquel se situe une personne relativement à une population. Lors de tests de QI, les résultats obtenus sont des prédictions statistiques. Le QI représente bien la probabilité d'un sujet d'agir avec intelligence. Et c'est sur base d'un échantillon représentatif de la population qu'on peut induire le niveau intellectuel d'une personne. C'est donc une comparaison des capacités de la personne par rapport à un échantillon représentatif d'individus de sa tranche d'âge, l'étalon de référence. Sa valeur reflète bien la position actuelle d'un individu par rapport à son groupe d'âge. Étant donné que c'est une estimation statistique, on considère que le niveau de QI dans la population générale se distribue suivant une loi normale, et c'est donc bien la courbe de Gauss. Cette distribution qui fournit une donnée ordinale, un classement. On voit que la définition bouge encore et quelque part, le haut potentiel estimé au travers du QI est une hypothèse prédictive. Basé sur le modèle factoriel de l'intelligence de Carroll, le CHC tout à l'heure, les tests de QI actuels mesurent donc l'intelligence générale, c'est-à-dire le QI total, décomposé en plusieurs groupes de compétences différents, les indices, qui est évalué par une dizaine d'épreuves, les subtests. On a donc bien nos 3 niveaux hiérarchiques de l'intelligence. Les versions actualisées des échelles de Wechsler sont construites de manière à identifier de plus en plus précisément des profils de capacité. En effet, afin de mieux rendre compte de cette diversité de profils, les dernières versions comprennent maintenant 5 indices différents. Ce sont les versions pour enfants. La version adulte en comprend toujours 4, c'est la prochaine à être actualisée. On a donc ces 5 indices qui sont la compréhension verbale, l'indice visio-spatial, le raisonnement fluide, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Comme signalé plus haut, il est important de définir le concept de haut potentiel dans un modèle développemental des compétences. Ce sont donc bien ces compétences qui sont mesurées lors d'un test de QI et non les potentialités de départ du sujet. Mais c'est très latent, se manifeste de manière mesurable sous la forme de performance. C'est sur les performances actuelles du sujet qu'on peut inférer des compétences et du potentiel et pronostiquer les performances futures. L'intelligence estimée au travers du QI est donc une mesure contextuelle. En effet, les mesures utilisées ne reflètent pas des caractéristiques innées et immuables, elles représentent bien des caractéristiques psychologiques actuelles, fruits d'un développement en fonction des conditions de vie. D'autre part, ces mesures ne sont donc bien que des estimations de ces caractéristiques dont la validité peut être altérée par des phénomènes liés à la personne ou au contexte, par exemple la fatigue, l'anxiété, la motivation du moment. Puisque c'est comme une photo de la personne mesurée à un instant T, il faut donc tenir compte des erreurs standards de mesure, c'est-à-dire situer le score dans son intervalle de confiance qui donne une marge d'erreur qui est réduite. Puisque c'est une comparaison par rapport à une population, le QI perd aussi de sa validité lorsque la personne n'a pas bénéficié d'opportunités normales de développement de ses potentialités, c'est-à-dire par exemple une scolarité normale. Certains adultes, par exemple, n'ont pas eu leur cursus jusqu'au bout et donc forcément, à certaines épreuves, notamment celles qui comprennent des compétences acquises, ça peut influencer. De la même manière, la mesure de l'intelligence n'est considérée comme réellement stable au cours de la vie qu'à partir de 6-7 ans. Techniquement, on peut réaliser une évaluation des fonctions intellectuelles à partir de 2 ans et demi. Mais avant 6-7 ans, la mesure
de l'intelligence fluctue fortement en fonction de tout un tas de facteurs développementaux et environnementaux. En effet, on peut voir au travers de l'étude du développement de l'enfant que les enfants investissent de manière singulière, un peu par palier, les différentes sphères du développement, que ce soit la motricité, le langage, les relations sociales, la pensée logico-mathématique, et tout cela selon leur personnalité et selon leur environnement. Par conséquent, étant donné les limites de cette mesure, un bilan psychologique possède un caractère relatif qui nécessite une interprétation à partir du contexte global de la personne. C'est-à-dire que les résultats vont être nuancés par un ensemble de données. C'est pourquoi seul un professionnel, un psychologue diplômé, est habilité à administrer et interpréter ces tests. Il se doit de respecter des procédures strictes puisqu'il s'agit de comparer les gens dans la même situation, ainsi que certaines précautions qui ont été définies par une conférence de consensus qu'on peut trouver sur Internet. En effet, il est nécessaire de contextualiser le résultat en l'associant à d'autres éléments issus de l'évaluation. Par exemple, les données anamnestiques, c'est-à-dire l'histoire d'un point de vue développemental, médical, culturel, ainsi que par tout un tas d'observations cliniques qui vont être recueillies lors du test, telles que la compréhension de la tâche, la motivation, les réactions émotionnelles, les stratégies spontanées, la fatigabilité, etc. Le QI est donc bien une mesure à interpréter. Afin d'affiner ces données et d'objectiver tout un tas d'observations cliniques, on pourra aussi accompagner le résultat par d'autres tests, par exemple une évaluation neuropsychologique, si on suspecte qu'il y ait eu des difficultés attentionnelles qui peuvent avoir influencé les résultats, éventuellement des tests de personnalité ou des inventaires de personnalité pour voir si certaines choses au niveau émotionnel peuvent avoir impacté le résultat. Et donc, on rajoutera, on nuancera la donnée qu'on a obtenue par d'autres données. J'aimerais toucher un mot sur la théorie de Garner parce que je l'ai souvent en question. Et donc, Garner il défend l'existence d'intelligences multiples qui peuvent se développer de manière indépendante les unes des autres. En 99, il en a décrit 8 formes d'intelligence. Par après, ça a un petit peu bougé, mais voilà. Donc la linguistique, la logico-mathématique, visio-spatiale, musicale, kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle et naturaliste. Cependant, il a concentré ses travaux sur des applications pédagogiques, à nouveau au détriment d'une théorie qui tiendrait vraiment bien la route au niveau scientifique. En effet, pour étayer son idée d'intelligence indépendante, Garner soutient l'existence d'une localisation cérébrale relativement stricte des différentes intelligences, imperméables les unes des autres. Comme cité plus haut, la neuroimagerie montre au contraire que s'il existe bien des aires cérébrales spécialisées, la résolution intelligente de tâches procède justement de leur interconnexion. D'autre part, reprochant aux tests traditionnels de ne pas être assez proches de véritables situations de travail, il développe des outils spécifiques sous forme de questionnaires d'évaluation auto-rapportés. Et à nouveau, ces questionnaires mesurent plutôt des représentations subjectives et non de réelles performances objectives. Elles distinguent donc difficilement les compétences des intérêts. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette conférence. Donc, pour résumer ce qui a été dit, même s'il semble que certains attributs se dégagent avec le QI, tels que l'efficacité et la rapidité de la cognition, une meilleure mise en lien de l'information qui amène à de meilleures facultés d'apprentissage, et ce toujours bien en termes de degrés, on est sur une notion quantitative et non qualitative, ils sont donc toujours en lien avec les hautes capacités intellectuelles. En aucun cas, on ne peut dire qu'ils ne sont directement corrélés à la sphère affective ou émotionnelle,
sociale ou à des traits de personnalité ou encore à une structuration globalement distincte du cerveau. Chaque personne est la combinaison de capacités innées et acquises, ainsi que du contexte interne, la motivation, la personnalité, et externe, l'environnement, dans lequel cette personne se situe. En outre, elle est en perpétuel développement. Par conséquent, chaque personne est unique. Il y a donc autant de profils psychologiques et de fonctionnement que d'êtres humains. Il est indispensable de considérer chaque situation de manière particulière. On a pu voir que la majorité des personnes ayant un haut potentiel vont bien. En effet, avoir de hautes capacités intellectuelles ne prédispose pas à la maladie ou aux difficultés, qu'elles soient cognitives, émotionnelles ou sociales. Cette étiquette pathologisante du haut potentiel que j'appelle le label HP, c'est une idée reçue du domaine du mythe, de la croyance, puisqu'elle est infondée scientifiquement. Elle peut déculpabiliser et apporter à court terme la sensation d'être compris pour certains, mais avec un revers aliénant. Le problème n'étant de toute façon pas ou peu lié à l'intelligence, cela peut masquer les réelles difficultés avec pour conséquence d'importants dégâts. En déresponsabilisant la personne, elle risque aussi de bloquer toute possibilité de changement. En outre, ce label HP relève d'une vision du monde qui peut entretenir le problème des personnes en souffrance, celui-là même qui amène ces personnes à consulter. En effet, cette étiquette stigmatisante induit un changement de perception chez la personne, mais aussi chez les autres, et elle peut figer la croyance « je suis différent des autres » et avoir alors pour effet d'augmenter la sensation de décalage, avec pour conséquence des difficultés d'intégration sociale, un isolement social et ou un mal-être encore plus grand. Pour ceux qui ont un haut potentiel réellement et qui se sentent en souffrance. Avoir de hautes capacités intellectuelles ne vaccine pas non plus à la difficulté. Il s'agira alors, par un travail d'expertise, d'analyser le réel problème qui amène cette demande, en identifiant les besoins dans chaque situation au cas par cas. Par exemple, si on amène des plaintes de difficultés à l'école telles que l'ennui, etc., des aménagements pédagogiques tels que le regroupement, l'enrichissement ou l'accélération, c'est-à-dire le saut de classe, sont des solutions à envisager au cas par cas dans certaines situations où bien sûr les hautes capacités sont bien objectivées par un test de QI standardisé. Si par contre les personnes viennent plutôt avec des plaintes qui concernent des difficultés cognitives telles que effectivement, éventuellement des problèmes attentionnels réels, des troubles 10 ou des difficultés de méthode de travail ou des difficultés émotionnelles telles que l'anxiété, la dépression ou bien un problème de gestion des émotions comme on a beaucoup, ou sociales telles que des difficultés relationnelles, d'intégration, un isolement, il s'agira surtout de faire émerger le véritable problème et de voir comment les personnes articulent ce problème avec leur vision du haut potentiel afin de proposer des pistes de travail adaptées à la situation telle qu'elle est amenée. Le haut potentiel intellectuel peut constituer une réelle ressource au service du changement. En effet, de bonnes aptitudes intellectuelles peuvent être une aide considérable dans un travail thérapeutique. Le problème provient de l'utilisation de l'intelligence. C'est elle qui peut colorer, comme on voit le terme dans certains articles, c'est elle qui peut colorer le trouble et non l'intelligence en soi. Le QI, c'est un peu comme une bibliothèque. Avoir un haut QI, c'est comme avoir une grande bibliothèque. Mais tout dépend de ce qu'on met dedans. On peut la remplir sans problème de bullshit. En effet, cette utilisation résultera de la vision du monde de la personne, par exemple de ses valeurs et de son contexte. Par conséquent, il s'agit de dépasser les étiquettes
haut potentiel égale bonheur, réussite versus haut potentiel égale souffrance, échec. Mais plutôt que d'amener une hypothèse pathologisante due au potentiel à toute personne qui se sent mal. Faire cela en prétextant une différence qualitative n'est pas du tout salvateur. La frontière entre un thérapeute et un gourou est mince. Ce n'est que par un travail thérapeutique déjouant ces étiquettes que chacun pourra changer ses perceptions, son regard sur le monde et par là ses comportements. Voilà, je vous invite à découvrir ces différents ouvrages. Vous y trouverez tout ce qui permet de corroborer ce qui vient d'être dit et bien plus encore. Nous avons le magnifique livre Les surdoués ordinaires de Nicolas Gauvry. Dans cet ouvrage, il tire les conclusions de méta-analyses effectuées sur les données issues des études sur cette thématique. On a le numéro 154 de la revue ANAE qui s'appelle le haut potentiel intellectuel mis au point et donc qui fait une mise au point scientifique sur la notion de haut potentiel. C'est relativement récent et on est en 2018 ici. Nous avons le livre de Jacques Grégoire, l'examen clinique de l'intelligence de l'enfant, fondements et pratiques du WISC 5. Il vous permettra d'en savoir plus sur l'intelligence et sa mesure. Le livre Le haut potentiel en question de Sophie Brasseur et Catherine Cuche qui date lui de 2017, donc très récent aussi, et qui constitue actuellement l'ouvrage le plus pratique pour les parents et les enseignants, en tout cas c'est mon avis. Et très bientôt, nous aurons le livre Psychologie du haut potentiel de Nathalie Claubert et Nicolas Gauvry. C'est un ouvrage collectif qui est à destination des étudiants et des professionnels et pour lequel j'ai eu l'immense chance de collaborer. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous sur mon site web alicefourret.be où vous pourrez trouver notamment cette bibliographie en lien ainsi que quelques petits articles quand ça me prend. Voilà, merci beaucoup à tous.